Merci beaucoup à tous pour les présentations. Je laisse l'opportunité à vous de poser des questions. Moi, j'en ai un millier. Roxane, tu voulais parler tout à l'heure. Très intéressant. Non, mais c'est bien qu'on ait pris un moment pour se calmer de la présentation de Samuel et Christopher. C'est venu me chercher. En fait, moi, j'ai des questions pour tout le monde, mais je vais en poser une à Jean-Jean, je pense. Même si je suis fâchée, puis on s'en reparle dedans. Je trouvais ça intéressant comment tu parlais du lien entre, en fait, de l'ajout de la communauté ou des spectateurs aux parties du jeu de rôle qui étaient, jusqu'à un certain moment dans le temps, des trucs de la sphère domestique ou qui se passaient dans des endroits fermés, là, des magasins de jeux, par exemple, ce genre de trucs-là. Et je me demandais, parce que naturellement, on parle de jeux de rôle, je vais parler de Critical Role, comme toujours. Et je me demandais, dans ce processus de co-création, de travail collaboratif pour la création de monde, où entre, à ton sens, le rôle de la communauté là-dedans? Parce que dans le cas de Critical Role, spécifiquement, il y a tout ce rôle de création de wiki, d'être un peu des gardiens du savoir. Il y a dans le chat les gens qui, par exemple, un des joueurs ne va pas se souvenir de ce qu'il a fait 2 parties avant, ils vont être là à écrire de manière frustrée que, voyons, tu t'en souviens pas, moi je m'en souviens. Donc pour toi, où ça rentre dans cette espèce de travail de co-construction de monde dans les jeux de rôle? La communauté dans ce cadre-là est évidemment super importante, c'est un pilier pour ce genre de contenu, mais ça reste une communauté de consommateurs, dans le sens où il n'y a pas de différence entre cette communauté-là et une communauté de jeux vidéo qui va faire son wiki, une communauté qui va s'abonner à une revue, à une émission, à quoi que ce soit. Donc, le sens de ma présentation sur ça, c'est que on a l'impression que les plateformes amènent les contenus audiovisuels à se ludifier au sens d'amener cette interactivité, cette participation horizontale. Et j'ai l'impression que c'est l'inverse, et que c'est les contenus ludiques ou les pratiques ludiques qui tendent à adopter des modèles de diffusion audiovisuelle classique finalement. Et on prenait l'exemple des lives. De plus en plus, les grosses chaînes live vont abandonner le don ou la participation directe pour aller vers des modèles de Tipeee qui sont des abonnements au mois. J'avais 2 questions là. D'abord peut-être pour Christopher et Samuel. Merci en tout cas à tous pour vos présentations. On a envie de jouer à des jeux vidéo en vous écoutant, en tout cas de s'y remettre, c'est terrible. Concernant l'analyse que vous avez faite, du coup, en termes de méthodologie, vous avez analysé des discours, des contenus, comment vous avez procédé pour analyser ça, et d'autre part, est-ce que vous avez une idée un peu des profils des personnes dont vous nous avez montré un peu les échanges, est-ce qu'on a des données là-dessus, ou est-ce que c'est très compliqué à obtenir, C'était une question pour vous. Et puis j'en profite pour lancer ma question aussi à Alexis au passage, et puis quand tu as présenté ton historique des plateformes, je trouvais ça très intéressant d'avoir ce recul. Est-ce que, pardon pour cette question un peu candide et naïve, est-ce que les émulateurs de jeux Amstrad sur PC par exemple, je pense à des sites qui permettaient de rejouer à Sorcery et à des choses comme ça, est-ce que ça fait partie de cette généalogie-là, et à qui s'adresse Playdate? En fait, je me demande, est-ce que c'est vraiment à des jeunes joueurs ou est-ce que c'est à des gens de notre génération, parce que vraiment ça me rappelle des choses auxquelles j'ai joué quand j'étais beaucoup plus jeune. Je vais répondre à ta deuxième question tout de suite. Pour les profils des personnes qui mettent en place ces modules, qui font les commentaires, on n'a pas vraiment cherché à le savoir, c'était en dehors de notre contexte de recherche, donc je ne peux pas vraiment répondre à la question. On voit certaines choses, par exemple, que certains noms reviennent. La personne qui a créé le mode Gender Inequality est la même personne qui a créé le mode No Sword Sisters, par exemple. Donc, il y a quand même des personnes qui reviennent et qui font de nouveaux modes qui s'intègrent ensemble. On n'a pas apporté la question plus loin, du moins pour cette communication-là, bien que ça reste une question intéressante.
Au niveau de la recherche, on a été d'abord, on a ciblé nos plateformes de distribution. On avait même inclus un peu le site officiel de la compagnie qui a un forum dédié au mode en tant que tel. Donc, c'est une pratique qui est supportée d'ailleurs par la compagnie officiellement de faire des modes et on peut faire des postes de forum pour les distribuer. Mais on a surtout ciblé les autres modes de distribution qui étaient utilisés d'abord et à l'intérieur des outils de recherche qu'il y avait. On a utilisé une recherche par mots-clés. Au début, pour rechercher la censure, parce qu'on voulait vraiment étudier plus largement la censure qui était faite par les modes, qu'est-ce qu'on enlevait, qu'est-ce qu'on ajoutait un peu, qu'est-ce qu'on modifiait, etc. Et au final, on s'est concentré plus sur la question du genre et on a changé nos mots-clés justement pour refléter ça. Et on a présenté que quelques exemples de ce qu'on a trouvé malheureusement. Je crois que j'ai une question. Merci Laurence. Oui, en effet, l'émulation, moi je me suis contraint à parler plutôt d'une offre marchande puisque la prédette est mise en marché, donc je suis plutôt resté dans ce cadre-là. Mais il faudrait tout à fait la penser comme une offre en tout cas qui relève un peu d'une forme de dématérialisation, sauf qu'évidemment elle est plutôt combattue par les oligopoles qui n'aiment pas trop que leur propriété intellectuelle circule comme ça. Et qu'ils en ont pris conscience. Moi je me rappelle d'avoir répondu à des questionnaires de Nintendo avant le lancement de la Wii qui disaient « est-ce que vous souhaiteriez avoir accès à des vieux jeux ?» Donc ils ont pris acte un peu de cette scène de l'émulation qui date probablement du milieu des années 90 pour l'intégrer à la Wii très rapidement après. Sur ta question 2, ton intuition me semble tout à fait juste et d'une certaine façon elle a été confirmée par le fait que je me distinguais en jouant à cette console au sens bourdieusien. Le rapprochement qui est fait quand on fait une rapide revue de presse, moi je suis allé voir un peu ce que Canard PC en disait, jv.com ou Pixel pour les publications françaises, ils parlent de la Game Boy, évidemment, mais en fait ils disent mais l'écran c'est pas celui de la Game Boy, l'écran c'est celui de l'Apple II. Apple II, vraiment tu vas au début des années 80. Et on est sur probablement un public cible ayant un pouvoir d'achat qui peut et puis un goût pour les objets techniques, pour le design. Hein. La question d'aller chercher une entreprise de design aussi par rapport à ça dit quelque chose de l'objet. Donc en effet, oui, on est plutôt sur des pratiques et je l'ai évoqué, mais c'est l'occasion de le redire. Je pense que la question des sessions courtes de jeu a aussi une explication un peu sociologique par rapport à ce profil. Je crois qu'il y a une question avant. Dani, tu avais posé une question avant. Je peux aussi parler. Moi ça va, je peux en parler avec Alexis directement. Il est 5 heures, Pose ta question, allez. Ma question c'est pour, je pense sans surprise, pour Samuel, puis pour Christopher. En vous écoutant parler, puis une des choses, je pense que je vois beaucoup là-dedans, je vois beaucoup de parallèles, en fait, avec n'importe quelle interaction qu'il y a avec l'histoire, avec n'importe quel autre média. Le monde, il chiale sur le fait qu'il y a trop de femmes, c'est trop woke, on voit ça dans tous les médias, point à la ligne. Puis je me demandais, dans le fond, autant que ça, c'est super intéressant, particulièrement du point de vue, justement, de l'utilisation des modes, justement, pour incorporer soit plus de femmes ou les hindous, peu importe. J'aimerais vous entendre un peu parler par rapport à comment étudier ça ou analyser ça d'une manière à un peu voir comment le monde qui font ça, qui font ça d'un bord ou de l'autre, si on veut. Dans le fond, comment on peut voir un peu l'interprétation du passé par rapport à cette personne-là. D'où ils prennent cette interprétation-là, comment ils font cette interprétation-là, c'est quoi leur vision du passé. Puis justement, comment... Oui, juste en fait, vous entendre parler là-dessus, je vais arrêter de parler parce que sinon je pense que je vais encore plus. C'est une bonne question. C'est certain que je pense qu'on rejoint, quand on ouvre la création à tous et à toutes, probablement le meilleur est pour le pire, peut-être qu'on va en parler, mais il y a quand même la culture populaire qui va se déverser parce que c'est pas nécessairement des communautés qui vont nécessairement surréfléchir à ce qu'ils sont en train de représenter. Il y en a qui le font.
Il y en a qui le font un peu moins, il y en a qui c'est des intérêts personnels aussi. Donc il y a quand même un imaginaire collectif qui se transpose dans ces productions-là. Après ça, si on voudrait backtracker la transposition de cet imaginaire-là, je pense que c'est un peu ça ta question, comment on fait ça? Oui, juste dans le fond, je veux dire, tu peux voir, admettons, quelqu'un qui dit « Ah non, il y a trop de femmes dans le jeu », peu importe, tu sais. On voit qu'il y a une supposition sur ce qu'était le passé, dans le fond. Exact. Je pense que le mieux, ça serait d'aller les voir. Les gens qui ont créé, j'irais plus vers la création des modes que les personnes qui l'ont consommé. Je ne sais pas pourquoi, j'aurais cette tendance-là. Parce qu'il y a quand même eu un acte de, tu sais, créer un mode, c'est pas, vraiment, c'est rarement rémunéré, ça prend du temps, puis ça prend du commitment. Il faut se mettre à la tâche. C'est pas, non, c'est équivalent de créer un jeu. Là. Ça demande à peu près les mêmes compétences, il y en a un peu moins que d'autres. Comme par exemple, il y a certaines compagnies qui vont donner des logiciels pour créer des modes. Ces logiciels-là sont souvent très simplifiés. C'est comme avoir un Unity ou un Unreal qui est comme sursimplifié, mais vraiment fait exclusivement pour le jeu. Mais ça demande quand même des compétences, ça demande quand même du temps d'investissement. Donc quand même, cet imaginaire-là, c'est pas juste quelqu'un qui pense, comme par exemple, on a retiré les femmes, ça donne la réalité historique. Ben non, il a quand même pris le temps de faire un mode pour essayer de transparaître son imaginaire qui avait du passé dans un mode. Donc il y a quand même quelque chose d'assez, je veux dire riche, peut-être pas le bon terme, quand même d'intéressant. Il y a quand même quelqu'un qui a fait tout le cheminement pour se rendre jusqu'à publier son Nexus Mode, un mode qui représente ce qu'il faut. Il faut dire aussi que c'est pas des visions qui partent de rien, c'est des visions qui ont été reproduites autant dans les livres d'histoire plus anciens qui étaient faits, bon, on va se dire, par une vision très patriarcale, même encore de manière très récente en archéologie, en anthropologie. Il y a des nouvelles recherches qui montrent que la manière dont on a analysé certaines sources, certaines découvertes, a été influencée par le fait qu'on voyait déjà le passé comme donné par les hommes. Donc, la tombe que tu vois avec de l'équipement et des armes, c'est clairement une tombe d'homme et on passe à autre chose, par exemple. Donc, c'est des visions qui sont autant présentes dans un passé qui est, on va se le dire, universitaire, très colonial aussi sur certains points, qui imposait sa vision, mais qui est aussi présent dans les médias plus anciens. Pour citer Adrienne Shaw, les médias qu'on a déjà vus avant, les médias anciens, ne disparaissent pas soudainement, ils servent quand même encore de sources d'inspiration, de sources d'information, ils sont encore accessibles et souvent sont plus facilement accessibles que les nouveaux, dépendamment des accès que les personnes ont. Donc, la vision du passé qui est transmise par ces médias-là, que ce soit la télévision, le cinéma ou les jeux vidéo, est souvent une vision où est-ce qu'on a des hommes importants, des hommes de pouvoir qui luttent, qui font l'histoire, et les femmes sont soit très secondaires ou ont des rôles qui sont très passifs ou de support. Donc, on a une reproduction de ça qui influence un peu la mémoire culturelle du passé et qui amène à une certaine vision où est-ce que les personnes sont convaincues de ça, même s'il y a eu des... c'est quand même relativement récent, là, du côté des histoires, des remises en question de ça, une histoire plus féministe, une histoire plus diversifiée, même une histoire qui met en avant les personnes transgenres qui ont complètement été invisibilisées de certaines périodes de temps et que même dans des histoires relativement plus récentes, on pouvait juste voir leurs traces dans les registres judiciaires. Donc, il y a une nécessité de mettre en avant cette histoire-là qui est beaucoup plus difficile d'accès, qui est beaucoup plus difficile à expliquer et qui n'est pas simple dans le sens que ce n'est pas des sources qui sont déjà toutes faites. On a des sources qui sont faites souvent par des hommes ou des personnes qui étaient en position d'autorité, même dans le cas où c'était des femmes, surtout pour des périodes aussi éloignées que le Moyen-Âge. Et si on se sert de ça et qu'on les prend sans les analyser, sans les entrechoquer avec d'autres idées, ben on fait juste reproduire les opinions sexistes du passé et on les remet aujourd'hui sans se demander est-ce que c'est logique, est-ce que c'était vraiment ça? Évidemment, même en tant qu'historien, on fait une interprétation du passé à l'aide de traces souvent disparates, donc on n'aura jamais accès à la vérité, mais on peut quand même avoir accès à quelque chose qui s'en rapproche, quelque chose qui montre toute la complexité d'un passé multiple et diversifié. Pour rebondir un petit peu, dans le cas du jeu de rôle, on a l'exemple de Fatal, qui est souvent cité comme le pire jeu de rôle à avoir jamais été imaginé, et qui se présentait comme une représentation statistique, réaliste, fidèle du Moyen-Âge.
et c'est le système le plus ignoble qui a jamais été imaginé. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à penser dans l'espèce de violence simulationniste de représenter la réalité de manière statistique et mathématique, et de l'oppression qui est liée à ça. Je pense juste à par exemple, l'idée justement des Dark Ages, justement, comme juste avant les Lumières, tout ça qui est déjà là extrêmement problématique, surtout, même si on regarde juste en Europe, là, puis si on commence à sortir de ça, on est comme, ouais, non, vraiment pas, dans le fond. Juste ça, je vois, c'est quelque chose que je vois super récurrent dans les jeux vidéo, là. Surtout quand c'est les jeux qui touchent au Moyen-Âge. Pour donner un petit peu une lumière, par exemple, il y a beaucoup de jeux de rôle indépendants, surtout qui se développent aussi pour remettre en question ce genre de traitement-là, ou qui essayent d'aborder des sujets comme la violence, le sexisme et autres, de différentes manières par le système au moins. Donc c'est à double tranchant. Peut-être revenir sur l'idée de comment on pourrait étudier ça. Plus j'y pense, plus je trouve que c'est compliqué. Parce que cette idée d'aller faire de la recherche à ce niveau-là, ça prend comme postulat qu'il y a un problème au niveau de l'imaginaire de l'histoire. Donc, ça, on va voir les gens qui ont développé avec l'idée qu'ils ont une mauvaise représentation de l'histoire. Je vois mal comment on peut les aborder de manière éthique. Tu sais, concrètement, tu vas les rencontrer en ayant en tête qu'ils ont tort. Ce qui est quand même étrange. Donc, ça serait vraiment difficile. Ben, vous les rencontrez à l'autre. Ouais, c'est ça. Je ne rentrerai pas dans ça en me disant comme moi, t'es pas bon. Ouais, je comprends, mais tu sais, il y a toute une espèce d'enjeu de dire comme j'essaie de comprendre un phénomène derrière plutôt que de régler un problème. Peut-être qu'après, ça va aider à régler un autre problème. C'est une question pour le comité d'éthique. Ça fait penser justement que c'est des histoires aussi qui sont répétées dans certains systèmes éducatifs à travers le monde, dépendamment, sous différentes versions, dépendamment du pays ou de l'endroit et de la mémoire qu'il y a, mais qui sont quand même distribuées de manière officielle. Alors, est-ce qu'on a... En fait, on a commencé 5 minutes en retard, du coup là, je pense qu'on peut prendre genre une toute dernière question. Moi j'en ai 1 millier encore, donc comme je ne vois pas de main levée. Alexis, alors vous avez tous les 4 dans vos présentations parlé de contrôle, de surveillance, de l'impact des entreprises sur la production. Alexis, est-ce que dans le cas de la Playdate, je me demande est-ce qu'il y a vraiment une place pour la démocratie culturelle sur cette plateforme? Est-ce qu'il y a une place pour la souveraineté populaire là? Parce que c'est quand même... L'appel est quand même clair de l'entreprise envers la communauté vers qui elle se présente. Mais est-ce que ça peut être vraiment effectif? Ben non, moi j'y crois pas. Enfin, je pense qu'elle retombe en fait dans des logiques de système propriétaire et qu'elle enrobe ça d'un discours qui est plutôt un discours enthousiaste et dans lequel on se fait prendre assez facilement. Moi le premier, je me dis tiens, ça a l'air d'être un écosystème qui a l'air d'être vertueux, etc. Mais il me semble, il me semble que nous, d'une certaine façon, c'est une guerre chaque fois. Oui, il me semble que la Playdate remet aussi le luxe dans le jeu vidéo de façon très flagrante, alors que même si le jeu vidéo est de toute évidence pas un média populaire dans le sens monétaire du terme, là, l'approche du luxe avec la question de Teenage Engineering qui fait des produits de luxe depuis très longtemps est vraiment au centre, alors que c'était pas forcément le cas avant. Oui, enfin, la question je le rabattrai sur la question de l'objet distinctif en termes de pratique culturelle. C'est un objet de design, c'est des matières qui sont assez peut-être pas nobles, mais enfin en tout cas qui sont assez belles au toucher soigné. Enfin, vraiment, on a tout un plaisir de l'objet d'une certaine façon. Alors, en même temps, moi il me semble qu'une entreprise comme Sony est aussi assez sur ce créneau-là. Sauf qu'ici, on est sur un objet dont le côté rétro est assez chic aussi. Enfin, il me semble que ça renverrait à ce type de perception, mais bon, c'est un positionnement, c'est pas une machine libre, même si les kits de développement sont généreusement offerts par l'entreprise. En tout cas,
si vous allez sur le site et que vous voulez soumettre un jeu, Charlotte, voilà, dans vos projets de développement, vous allez peut-être vouloir soumettre quelque chose, mais c'est peut-être l'idée que J'ai vous peut-être avez. boycotté la playlist. Voilà. Vous allez avoir toute une série d'étapes que moi je l'ai fait pour voir jusqu'où on arrivait. Donc d'un discours assez engageant, sur on est très ouvert, évidemment on est attentif aussi, qu'il n'y ait pas de propos qui heurtent la communauté, etc. Mais bon, on décidera d'une certaine façon, et de votre positionnement en termes de prix, et de la possibilité d'intégrer notre store ou pas. Enfin, vous pouvez toujours solliciter. Donc c'est pour ça que pour moi, il y a une ambiguïté, probablement par une reprise de ces formes de travail de l'indépendance, qui sont des formes de travail qui se font parce que l'industrie générale n'embauche pas ou propose des conditions qui ne correspondent pas à une génération de jeunes travailleuses et travailleurs du jeu vidéo. D'accord, donc le système de production et de monétarisation est inclus quand on veut soumettre un jeu. Oui. D'accord, c'est très intéressant. Mais écoutez, il est 10, c'est parfait. Merci beaucoup.